à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une semaine sans vidéo. C'est tout simplement parce que j'avais prévenu en fait que pendant les vacances ça serait à la cool, voilà. Et que de toute façon je ne savais pas vraiment de quoi... Enfin si, j'ai des vidéos que je dois sortir. Mais le montage n'est pas finalisé. Voilà, donc bref, ça sortira quand ça devra sortir. Alors je suis désolée pour les bruits, mais la fenêtre est ouverte, le ventilateur fonctionne parce qu'il fait plein de chaud. Donc j'ai pas envie de crever sur place, hein, clairement, j'ai pas envie d'avoir trop chaud. Mais bref, donc je vais vous faire un update lecture, ça en fera 2 dans le mois. Oui, ça en fera 2 dans le mois, désolé. Mais c'est parce que j'ai déjà lu 5 livres en fait depuis le 1er juillet, tout simplement. Donc avant de vous parler vraiment de mes livres lus, je vais vous parler d'un abandon. Voilà, il y a un livre que j'ai décidé de ne pas continuer. J'ai essayé, mais avec moi ça ne le fait pas, donc je vous le mettrai là, juste là. Donc c'est le tome 1 de la saga Outlander, voilà, de Diana Gabaldon. Voilà, j'ai essayé, donc je me suis pris en e-book et il y a plus de 2000 pages, je pense qu'il y a entre 2000 et 2600 pages, voire plus en e-book, et j'ai même pas atteint la moitié en fait pour tout vous dire, mais j'avais dépassé les 25% de lecture de l'e-book, donc j'avais lu les 3/4 du roman, et j'arrive pas en fait à entrer dans l'histoire, j'arrive pas à accrocher au personnage, j'y arrive pas tout simplement, je sais pas, je pense qu'en fait le livre est tout simplement pas fait pour moi, voilà. Il y a des lectures comme ça qu'on sait que c'est pas fait pour nous, et c'est le cas ici en fait. Donc le Outlander, je pense que la série en livre du moins n'est pas faite pour moi. Maintenant je vais tenter la série en série, hein, voilà, la série, et on verra bien ce que ça donne, si j'y accroche ou pas. Si je me dis peut-être que la série j'accrocherai mieux que la saga de livres, et dans tous les cas voilà, je l'ai abandonné à 25%. Il faut savoir que je l'avais commencé en mars, je pense, début mars, et que ça soit en e-book ou en papier, quand tu accroches à un livre, tu veux savoir la suite, tu te replonges souvent dedans. Avec les e-books c'est comme ça, c'est quand je suis vraiment dedans, j'y vais tout le temps. Alors que là j'y allais, par exemple, si je finissais un livre par exemple le soir et que j'avais rien prévu pour après parce que c'était ici et que moi j'étais dans la chambre, bref, je me fais ouais allez, je vais me rabattre sur Outlander quoi. Voilà, j'étais pas en mode faut absolument que je connaisse la suite, non, je m'en fous en fait. Je m'en fous totalement de savoir ce qui va arriver à Jamie et... Comment s'appelle la meuf? Je sais plus comment elle s'appelle la meuf. Super. Pour tout vous dire à quel point ça m'a marqué. Ah ouais, donc c'est mon premier abandon de l'année. Pourtant, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je déteste abandonner des livres. Mais là, clairement, je peux pas. Je peux pas parce que je me force en fait à le lire. Et j'ai pas envie de me forcer. Voilà, pour moi, la lecture, c'est un plaisir. Là lire ce livre, c'était pas un plaisir, c'était... Je vais pas dire que c'était forcé, mais dans tous les cas, ça ne valait pas. Donc maintenant, on va rentrer dans mes livres lus. Voilà, donc depuis le début de l'année, celui-là attrape la poussière. Oh, chez Nathan, les livres, je vous jure, ils se salissent de ouf. Il y a des traces de doigts, il y a la poussière qui reste collée. Bref, donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, donc c'est Les Puissants, donc le tome 1, Esclave de Vic James. Donc chez Nathan, et je sais pas si on verra à la caméra, mais ouais, regardez, il y a des taches, et pourtant il est dans la bibliothèque depuis... Genre, il est dans la bibliothèque depuis que j'ai terminé de le lire, donc je comprends pas pourquoi il se salit autant, mais bref. Et pourtant, j'ai un autre livre de chez Nathan, là, qui ment. Et celui-là ça va. Bref, en fait, donc dans cette saga, parce que c'est une trilogie en gros, de quoi ça parle? Donc dans ce tome 1, on va surtout apprendre à faire la différence entre les égaux et ceux qui ne le sont pas. Donc les égaux, c'est en gros ceux qui ont un don, donc des sortes de pouvoirs. Donc on est clairement dans une dystopie. C'est pas dans du post-apo parce que c'est une dystopie en fait, c'est juste que dans l'Angleterre, en fait, c'est un peu en fait comme si on était dans un monde parallèle au nôtre parce qu'ils ont les mêmes pays, les mêmes villes, etc. Sauf que eux sont pas dirigés par des présidents, des rois, etc. Ils sont dirigés en Angleterre, du moins par des égaux, donc ceux qui ont un don. Voilà. Et dedans il y a, enfin,
il y a la grande famille Jardine, voilà, qui sont ceux en fait qui ont mis les égos au pouvoir tout simplement. Mais il y a vraiment tout un panel d'égos en fait pour former le gouvernement, si on peut appeler ça un gouvernement du pays. Et donc dans cette histoire on suit Abby et Luke. Donc Abby a 18 ans et Luke a 16 ans. Et un jour Luke va se rendre compte en fait que ses parents et sa grande sœur Abby préparent oui, il faut savoir aussi que dedans tous les habitants de l'Angleterre sont obligés de donner 10 ans de leur vie en esclavage. Donc soit dans une des familles des égaux, soit à la ville d'esclaves de Millmoor. Voilà. Et un jour, Luke va se rendre compte en fait que ses parents et sa sœur sont justement en train de préparer leur voyage. En gros, on ne peut pas vraiment appeler ça un voyage, mais en gros, qui s'apprêtent à démarrer leur 10 ans d'esclavage parce que leur dernière petite sœur, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle, la petite. Oh là là, comment elle s'appelle la petite? Oui, vous voyez, Luke et Abby ça va, mais Daisy, voilà. Parce que Daisy vient d'atteindre les 10 ans, donc elle a l'âge minimum pour commencer ses jours d'esclavage. Donc bref, je disais, donc Abby va... Mais il faut savoir que Abby a tout préparé. Elle a fait en sorte en fait que toute sa famille soit envoyée au même endroit pour pouvoir faire leurs 10 ans d'esclavage ensemble. Donc ils vont être envoyés normalement chez les Jardines. Sauf que le jour du départ, ils se rendent vite compte qu'en fait Luke va être envoyé à Millmoor. Voilà. Donc ils vont tous avoir un poste différent. Donc Daisy, lui, elle, enfin Daisy, elle, non. Oui, Daisy, elle fait en fait élever la fille de, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, du plus vieux des filles Jardines. Voilà. Gavard, un truc comme ça. Comment il s'appelle? Gavard, voilà. Donc elle va élever, elle est là pour surveiller en fait une sorte de nounou à la fille de Gavard quand il n'est pas là. Voilà, donc elle passe ses journées avec la petite, etc. Abby, elle va aider Jenner dans tout ce qui est administratif. Voilà, et les parents, ils vont avoir un boulot, je sais plus vraiment de quoi. Ah si, la mère en fait est là pour surveiller la tante qui est plongée en fait une sorte de problème où elle se retrouve coincée à l'intérieur de sa tête, où elle pense en fait avoir une vingtaine d'années alors qu'elle a plus que ça, je pense. Et pour elle le temps en fait, en fait c'est toujours la même journée qui se repasse dans sa tête parce qu'elle est coincée. En fait elle a eu comme un blocage suite à un événement, enfin c'est volontaire, enfin, quelqu'un lui a fait ce blocage là, voilà, suite à ce qui s'est passé à l'événement. Et le père je sais plus, donc bref. Et Luke va être envoyé à Millmoor. Voilà, donc Millmoor qui est la ville d'esclaves en fait, où tu fais le même travail pendant 10 ans. Sauf que il va rapidement être approché par ceux qui sont en charge de la résistance, enfin de la rébellion. Voilà, sauf que au moment où la rébellion prend de l'ampleur, voilà. Donc il va se passer beaucoup de choses dedans vis-à-vis de Luke, vis-à-vis d'Abby, etc. Surtout au fait qu'ils soient séparés. Voilà. Donc il va se passer beaucoup d'événements et il faut savoir comment tout ce qui est... les livres qui penchent plus pour la science-fiction, mais la science-fiction pure, vous voyez, j'ai du mal. Alors c'est pas vraiment de la fantaisie, je dirais pas que c'est de la fantaisie pure, c'est vraiment une dystopie. Excusez-moi, je bouge beaucoup, mais les mouches sont chiantes. Et il faut savoir que en général, avec ce genre de livre, soit ça casse, soit ça passe. Et encore plus avec moi en fait, parce que la science-fiction, j'ai vraiment du mal. Vous l'avez bien vu avec le livre de Margaret Atwood par exemple, La Servante écarlate, c'est pas passé du tout. Mais là, c'est passé. J'ai vraiment adoré ma lecture, adoré l'univers créé donc par Vic James. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me procurer le tome 2 afin de pouvoir le lire. Et si je passe 10 minutes sur chaque livre, la vidéo va faire 1 heure. Bref, je vais essayer d'être moins longue. Bref, ensuite, donc j'ai lu le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Voilà, où dans ce livre, en fait, on va trouver, je sais plus comment il s'appelle, le mec. Un jeune homme, en fait, le fils. Attendez, je vais sûrement trouver le nom quelque part. Le fils de Caleb Traskman, je sais pas comment il s'appelle.
JL, mais on dit pas le nom exact. Donc dedans, on va suivre JL qui annonce dans le prologue qu'il a retrouvé un manuscrit appartenant à son père, mais que son père n'a jamais terminé pour X ou Y raison, parce que c'est pas évoqué dedans. Et ensuite, on va directement en fait entrer dans le manuscrit de son père, où dans ce manuscrit, bah, ça va être une histoire, ça va être un thriller à la Franck Tillier, où on va suivre Léane, je sais plus comment elle s'appelle, Léane Morgan en fait, qui est anciennement institutrice, mais qui s'est reconvertie en reine du thriller sous le pseudonyme Enaël Mirror, voilà, où elles ont, en fait, avec leur mari, ils ont vécu un drame 4 ans plus tôt, donc 4 ans avant le début du roman même, où en fait ils ont perdu leur fille, voilà, elle a été kidnappée, elle avait 16 ans je pense, 16 ou 17 ans, et donc après l'histoire commence 4 ans plus tard, où on va suivre un jeune homme qui en fait a volé une voiture et va être poursuivi par la police justement, parce que ben au lieu de faire un barrage, il fait demi-tour et il fonce. Et ben lui en fait il va avoir un accident, il va passer par le pare-brise, il va mourir, voilà. Mais l'histoire va pas se concentrer sur lui parce qu'ils vont se rendre compte très rapidement de qui il est, mais sur plutôt la macabre découverte qu'ils vont faire dans le coffre de la voiture. C'est-à-dire que dans le coffre de la voiture va être retrouvé un corps sans visage. Donc il y a la tête mais il n'y a pas les yeux, il y a pas, ils ont en fait une partie du visage a été coupée. Donc sans visage et sans main. Ils vont retrouver également un sachet avec des mains, mais au fil de l'enquête ils vont se rendre compte que c'est pas les mains qui appartiennent à la jeune fille dans le coffre. Bref. Et il faut savoir que l'auteur de ce crime horrible en fait, et si on prend le temps de réfléchir pendant notre lecture, de choper en fait tous les petits détails qui passent par-ci par-là, on se rend vite compte que le coupable en fait est très très facilement devinable, parce qu'en fait il faut savoir que dans l'histoire, Léane et son mari en fait pour la disparition de leur fille, un témoin, non même pas, c'est même pas un témoin, un homme a été mis en prison en fait pour le kidnapping de toutes les filles. Et au fil des années en fait il indique où se trouve l'emplacement des corps, mais l'emplacement du corps de leur fille n'a jamais été dévoilé. Et en fait vers la fin on va découvrir que c'est lui en fait c'est une organisation beaucoup plus grande. Et ouais, franchement j'ai bien aimé. Alors certes la fin en fait j'avais deux théories. Et celle que je pensais la moins crédible en fait, la moins... Celle la moins... Tu sais, celle où tu dis c'est possible mais ça peut pas être ça. Ben en fait si c'était ça. Voilà, donc en fait si c'était ça. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé. Il est très prenant comme livre parce que franchement, pour tout vous dire, on est le 23 et je pense que de tous les livres que j'ai lus, c'est l'un des deux qui m'a pris le plus de temps, mais dans tous les cas, il est très très prenant. Et ben ouais, c'est du Franck Tillier comme j'ai appris à le connaître avec ses autres bouquins, et voilà quoi, j'ai beaucoup aimé, voilà. Alors ensuite, j'ai lu, vous verriez comment mon chien l'a installé, c'est un truc de ouf. Nina, ça va, tu veux un coup de main? Bref, ensuite j'ai lu le tome 2 de Ash is Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé chez Albin Michel, où dans cette duologie on va suivre Sky qui, en arrivant à l'université, veut absolument se défaire de sa réputation de petite fille sage en fait, mais tout en cachant en fait ce qu'elle a vécu avant d'arriver à l'université, voilà. Et pour ce faire, elle va en fait conclure un genre de pacte avec Ash, qui en fait consiste à une sorte de jeu sexuel, si on peut dire ça comme ça, où en fait c'est une histoire sans lendemain entre eux, où c'est juste on couche ensemble et on pose pas de questions, parce qu'il faut savoir que Ash a plein de tatouages, voilà, et il s'habille de manière un peu rock, je dirais, voilà, pour qualifier son style vestimentaire. Et bah, vous vous doutez bien que dans le tome 1, bah, ça va y avoir un rapprochement entre les deux. Et donc ce tome 2 fait suite aux événements du tome 1. Enfin, il fait suite, mais il y a quand même quelques mois qui sont passés entre le dernier chapitre du tome 1 et le premier du tome 2. Donc c'est pas vraiment une suite directe en fait. C'est il y a quelques mois, 3 ou 4, je sais plus, qui sont passés. Et donc on va nous mettre directement dans le bain. Voilà, on va nous remettre directement dans le bain de ce qui s'est passé dans le tome 1. On nous fait un vif rappel en fait, voilà. Donc de là on va suivre Sky et Ash chacun de leur côté, voilà. Comme dans le tome 1 en fait, un point de vue de Sky, un point de vue de Ash. Mais on va aussi également apprendre
la vie de Ash avec un des personnages dont on entend parler dans Tome 1, c'est-à-dire Josh. Voilà, donc sur sa rencontre avec Ash, sa vie avec Ash, etc. Alors il y a un truc dedans que j'avais vu venir. Voilà, je l'avais vu venir je vais pas dire dès le départ parce que voilà, concernant Ash et Josh en fait, que j'avais vu venir tout simplement. En fait, il faut savoir que vers la fin du roman, les révélations s'enchaînent. Mais vraiment, toutes les révélations, c'est vrai que après coup, j'ai l'impression que c'est trop. En fait, c'est juste du surplus pour vraiment mettre du drama sur du drama en fait. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut savoir que aussi bien le tome 1 que le tome 2, c'est très cliché. Mais c'est voulu par les auteurs. Et je pense que c'est ça en fait qui donne ce petit côté à cette duologie qui fait que elle est un petit peu unique parce que les livres parlant de clichés, mais en fait c'est des clichés, mais c'est des clichés bien travaillés. Voilà. Et donc il y a un truc à la fin que on savait que ce genre de choses allait arriver, on s'en doutait. Je penchais pas du tout pour ce personnage là, clairement. Mais bref, il faut savoir que j'ai terminé le livre totalement en larmes. Mais genre vraiment, j'étais en larmes de... J'avais l'impression... Je sais pas, j'étais au bout de ma vie quand j'ai fini le livre. J'étais au bout de ma vie, j'étais triste, mais j'étais aussi en colère contre Nina et Mathieu pour la fin qu'ils ont donnée. Parce que clairement... Alors, je vais vous donner un petit spoil. Il faut pas s'attendre à une fin heureuse. Mais alors clairement pas. Si vous attendez à une fin heureuse, vous allez être grave déçus. En fait, je pense qu'il faut partir avec très peu d'attente dans cette duologie. Pour être surpris. Voilà, donc en gros, ce livre est un coup de cœur. Vous allez voir que là, les coups de cœur vont s'enchaîner parce que j'en ai 3, l'un à la suite de l'autre. Alors, le deuxième coup de cœur, c'est le tome 3, donc de la passe miroir. Donc c'est La mémoire de Babel, de Christelle Dabos. Oh là là, et qu'est-ce qui se passe Bref, et donc dans cette, j'allais dire trilogie, mais non, c'est un tome 4 qui sort au mois de novembre. Dans cette saga, on suit Ophélie qui vit sur Anima et qui en fait a déjà refusé plusieurs demandes en mariage, si on peut dire ça comme ça. Plusieurs mariages avec des cousins, parce qu'il faut savoir que sur Anima, tout le monde est cousin-cousine, mais tout le monde se marie entre eux parce qu'ils vivent que sur une arche en fait. Et en fait, Ophélie un jour va se voir proposer un mariage diplomatique, donc avec Thorn, donc Thorn qui lui vit sur le pôle. Ophélie va se rendre compte très rapidement à son arrivée sur le pôle, qui est très différent d'Anima. Voilà. Donc il faut savoir qu'Ophélie a 3 pouvoirs, enfin elle a son animisme, mais ça c'est le pouvoir de tout le monde. Son animisme, elle a également le pouvoir de passer les miroirs, d'où le titre de la saga en fait. Et elle est également liseuse, c'est-à-dire que quand elle touche un objet, elle est capable de remonter jusqu'à sa création. Je pense que c'est ça. Et bref, donc dans le tome 1, on va voir suivre son adaptation en fait sur le pôle. Tout en devant cacher son identité. Dans le tome 2, la préparation du mariage, le mariage avec Thorn, etc. Et donc ce tome 3 fait suite, oui et non. Mais c'est la suite en fait des aventures d'Ophélie et Thorn. Donc 2 ans et demi, je pense, après la fin du tome 2. Voilà. Et franchement, non mais, cette saga quoi, on en parle les gars. C'est un truc de malade. J'étais tellement plongée dedans que quand je l'ai eu terminé, je me suis fait, mais merde alors, il me faut le tome 4. Ouais, quand je l'ai terminé, j'ai fait, ah ben merde, j'aimerais bien avoir le tome 4 en fait. Et c'est pas possible parce qu'il sort comme en novembre. Et le temps qu'il sorte en poche, vous imaginez bien. Mais bref, et en gros, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et j'ai adoré ma lecture, j'étais plongée dedans. À tel point que, voilà, je viens de vous le dire, à tel point que j'ai qu'une envie, c'est de lire le 4. J'ai hâte qu'il sorte. Je crois que je me le prendrai en e-book en fait. Je ne vais pas pouvoir attendre la sortie poche. Et le dernier livre que j'ai à vous parler, c'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble, donc chez Hugo Poche. Voilà. Enfin, chez Hugo Roman dans leur collection poche, etc. Bref, et dans ce livre, on suit Violette et Loane qui se rencontrent la nuit du 1er janvier dans un ascenseur. Ils se retrouvent bloqués dans un ascenseur. Et de là, ils vont avoir ce qu'on appelle une amitié très fusionnelle. Mais Loane, lui, est en couple avec Lucie et Violette, on va dire qu'elle n'est pas forcément en couple, mais bref. Et donc, après, la vraie histoire commence 1 an plus tard. Voilà. La vraie histoire commence 1 an plus tard. Donc, 1 an plus tard, Loane est séparée de Lucie. Violette a eu un petit copain, mais ça s'est mal passé. Et là, elle commence à se rapprocher. En fait, elle va faire rencontre de Clément. Mais il faut savoir que Violette cache un truc, c'est qu'elle est vierge. Voilà. Et c'est ça, ça a été le gros problème en fait de sa relation avec son ex.
Donc il faut savoir que Zoé, donc sa meilleure amie, et Lohan sont au courant. Voilà, clairement, ils sont tous les deux au courant qu'elle est vierge. Voilà. Et en fait, ben, le fait d'être vierge va également poser un frein dans sa relation avec Clément. Et elle va donc demander à Lohan d'être le premier. Et donc de là, ben... donc on va suivre déjà au début donc, le début de l'histoire de Violette et Lohan, etc. Le rapprochement aussi de Violette et... je vais y arriver, Clément. Donc Lohan est pompier. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais Lohan est pompier. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dedans, c'est que... c'est en fait le fait qu'ils soient meilleurs amis, mais pas vraiment. Vous voyez, c'est genre en fait, c'est le genre d'amitié où les gens regardent les deux personnes et se disent, est-ce qu'ils sont vraiment amis ou est-ce qu'en fait ils sortent ensemble et qu'ils ne l'avouent pas en fait. Voilà. Et c'est le genre d'histoire où tu te rends compte en fait que les deux personnes sont littéralement des âmes sœurs en fait. Elles sont littéralement faites pour être ensemble tout simplement. Voilà, elles sont juste faites pour être ensemble et tu t'en rends compte assez rapidement pendant ta lecture. Et ouais, en fait ce livre est un coup de cœur. Voilà, clairement. Ce livre est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré Violan, en gros, donc l'histoire de Violette et Lohan, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome suivant, qui sera sur Zoé et Jason. Voilà. Donc ben c'est tout pour cette vidéo, qui est ma foi beaucoup trop longue pour un update lecture, mais vraiment beaucoup trop longue. Malheureusement, j'ai tendance à trop parler. Bref, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo qui sera très probablement ma pile à l'air du mois d'août. Bien que au mois d'août je ne saurais pas lire énormément parce qu'il y a une semaine où ben, soit quelqu'un on a mon fiel à la maison, donc je vais pas avoir le temps de lire cette semaine là. Mais bref, donc on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.